Durant l'été 1966, l'équipe d'Allemagne de l'Ouest a fait vibrer les supporters du monde entier, signant un parcours exceptionnel lors de la Coupe du monde organisée en Angleterre. Sous le ciel gris de Londres, forte d'une génération talentueuse, alliant à la perfection jeunesse et expérience, elle a déployé un style de jeu à la fois discipliné et flamboyant. Véritable machine de guerre, elle a atteint la finale grâce à une défense impénétrable et des contre-attaques fulgurantes. Malgré une défaite controversée face à l'Angleterre, Pays Haute, lors de cette finale marquée par le légendaire but fantôme, elle a non seulement décroché le titre de vice-championne, mais est aussi entrée dans la mémoire, à la fois douloureuse et empreinte de fierté, de toute une génération de passionnés de football allemand. Mais derrière ces moments glorieux et amers sur la pelouse de Wembley, se cachent des joueurs au destin bien différent. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé, et le temps a laissé des traces cruelles sur leur vie. Certains sont devenus des légendes immortelles, d'autres ont choisi une vie recluse, et d'autres encore ont vu leur parcours s'achever tragiquement. Revenons sur les hauts et les bas de ces joueurs qui incarnaient l'âme de la génération ouest-allemande de 1966. Franz Beckenbauer n'avait que 20 ans à l'époque, mais il était déjà l'âme du milieu de terrain, un joyau étincelant, avec sa silhouette élégante, la tête haute et une maîtrise du ballon poétique. Beckenbauer n'était pas un simple exécutant sur le terrain, c'était un artiste. Lors de la Coupe du monde, 1966, il inscrivit 4 buts, un nombre inimaginable pour un joueur évoluant en retrait. La performance du futur empereur, à l'âge de 20 ans, témoigna d'une audace et d'une intelligence tactique en avance sur son temps, jetant les bases du concept moderne de libéraux. Après le succès et la désillusion de Wembley, la carrière de Beckenbauer a non seulement pris son envol, mais elle a atteint des sommets rarement égalés. Il est devenu le Kaiser, l'empereur du football mondial. Il a mené le Bayern Munich à la domination européenne, conduisant l'Allemagne de l'Ouest à la victoire lors de la Coupe du monde 1974 en tant que capitaine et réitérant cet exploit en 1990 comme entraîneur. Il était un symbole de réussite absolue, un homme né pour gagner, en dehors des terrains. Il était un manager talentueux qui a joué un rôle déterminant dans le retour de l'Allemagne à la Coupe du monde 2006. Sa vie a toujours été auréolée de respect, et même des démêlés judiciaires avec la FIFA dans ces dernières années, auxquels il a toujours fait face avec son calme naturel. Le plus intéressant est de considérer le lien entre son rôle sur le terrain et sa vie privée. Sur le terrain, Beckenbauer était toujours maître de la situation, calme et serein. And dehors, il était identique. Toujours au centre de l'attention, guided menure. L'image d'un empereur valeureux sur le terrain s'est étendue à sa vie, faisant de lui un monument indétrônable pour l'Allemagne. Cependant, cette épopée glorieuse prit fin, le 7 janvier 2024. Franz Beckenbauer s'éteignit à l'âge de 78 ans après une longue lutte contre la maladie et une santé déclinante, plongeant le monde du football dans un deuil immense. Sa disparition marqua la fin d'une ère, mais l'héritage de l'empereur restera à jamais immortel. Uwe Seeler aurait été le cœur de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest en 1966, si Beckenbauer en avait été le cerveau. À 29 ans, brassard de capitaine sur le bras, Seeler était un attaquant infatigable, un guerrier qui ne baissait jamais les bras, malgré sa taille modeste, sans pressing. Ses duels aériens courageux et surtout ses retournées acrobatiques sont devenus sa marque de fabrique. Lors de ce tournoi, il n'a pas seulement marqué, mais il a aussi décroché pour jouer le ballon, mettant son ego de côté pour servir le collectif et apportant un soutien moral indéfectible à ses coéquipiers. La carrière de notre Uwe est une ode à la fidélité. À l'heure où le football commençait à se teinter d'argent, il refusa une offre d'1 million de dollars de l'Inter Milan pour rester fidèle au Hamburger SV à vie. Il n'a pas accumulé autant de titres que Beckenbauer, mais il possédait quelque chose de bien plus précieux. L'amour inconditionnel des supporters. Après sa retraite, il devint un homme d'affaires prospère grâce à son prestige et occupa même la présidence du club hambourgeois. Sa vie personnelle se déroula paisiblement avec son épouse Ilka. Un mariage heureux qui dura plus de 60 ans, loin des scandales. Le parallèle entre la personnalité de Seeler sur et en dehors du terrain est frappant. Sur le terrain, il est travailleur, honnête et dévoué. And dehors, il est un symbole d'humilité et de loyauté. Il représente une génération d'Allemands qui ont œuvré sans relâche à la reconstruction de leur pays après la guerre. Modest is my fears,
Cependant, le grand capitaine dut finalement se reposer. Le 21 juillet 2022, Uwe Seeler s'est éteint paisiblement chez lui à l'âge de 85 ans. Il a laissé derrière lui l'image d'une légende populaire qui a enseigné au monde du football que la fidélité est parfois plus précieuse que les trophées. Helmut Haller était une source inépuisable de créativité, un véritable voleur de ballons. Il a conservé le ballon final pendant des décennies. À 26 ans, Haller jouait avec une virtuosité et un talent typiquement latin. Il a inscrit le premier but de la finale à Wembley et a terminé meilleur buteur de l'Allemagne de l'Ouest du tournoi avec 6 réalisations. Haller a apporté de la spontanéité, un vent de fraîcheur à la discipline de fer des Allemands. Après la Coupe du Monde de 1966, la carrière de Haller a continué de s'épanouir en Italie, où il est considéré comme l'un des plus grands joueurs étrangers de l'histoire de la Serie A, ayant évolué à Bologne et à la Juventus. Veritable star, il menait une vie glamour, constamment courtisé par la presse et profitant d'une existence trépidante. Cependant, loin des projecteurs, sa vie personnelle était marquée par des divorces et des problèmes de santé. Malgré tout, il a toujours conservé un sourire optimiste et une passion dévorante pour le football, participant régulièrement à la vie associative de sa ville natale, Augsbourg. L'hommage de Haller, sur le terrain comme en dehors, semblait se fondre en une seule, celle d'un artiste romantique. Talentueux mais aussi tourmenté, il vivait pleinement l'instant présent, qu'il s'agisse d'un panier décisif sur le terrain ou des joies du quotidien. Mais toute bonne chose a une fin. Le 11 octobre 2012, Helmut Haller s'est éteint à l'âge de 73 ans, après une longue lutte contre la démence et la maladie de Parkinson. Il nous a quittés, mais l'image du milieu de terrain blond, ballon en main lors de la finale de 1966, restera à jamais un magnifique symbole du football allemand. Hans Tilkowski, le gardien de but de Trent Hands à Wembley cette année-là, incarnait le calme et la sérénité. Il ne cherchait pas à impressionner, mais captait le ballon avec une précision et un placement impeccable. Pourtant, un cruel coup du sort le fit assister malgré lui à l'un des moments les plus controversés de l'histoire du football. Le tir de Geoff Hurst heurta la barre transversale puis rebondit sur la ligne. Bien que lui et ses coéquipiers aient insisté sur le fait que le ballon n'avait pas franchi la ligne, l'arbitre valide le but, et cet épisode allait hanter sa carrière à jamais. Après le tournoi, Tilkowski a continué à jouer au plus haut niveau pendant quelques années avant de se tourner vers l'entraînement. C'est un homme de principe et de compassion. En dehors des terrains, il consacre une grande partie de son temps et de son énergie à des œuvres caritatives, aidant les enfants pauvres et les personnes en difficulté. Il n'a jamais pardonné la décision de l'arbitre assistant en 1966, mais il n'a pas laissé cette douleur l'accabler. Au contraire, il a mis sa notoriété au service du bien. Le lien entre le rôle de gardien de but et sa vie est évident. Seul dans ses cages, il doit souvent encaisser les conséquences d'erreurs qui ne sont pas les siennes. Sa vie est à l'image de celle d'un gardien qui doit composer avec le fantôme de Wembley, mais il est resté ferme, résilient et compatissant, comme lorsqu'il protégeait autrefois les cages. Cependant, le gardien de but inébranlable doute s'arrêter. Le 5 janvier 2020, Hans Tilkowski s'est éteint à l'âge de 84 ans. Il a emporté avec lui le secret de la ligne de but de Wembley, mais a laissé derrière lui un exemple éclatant de gentleman dans le monde du football. Wolfgang Overath, un jeune homme de 22 ans doté d'un excellent pied gauche, était le maître à jouer de l'Allemagne de l'Ouest. Avec Beckenbauer, il formait un duo redoutable au milieu de terrain. Overath possédait une vision tactique aiguisée, des passes longues d'une précision millimétrique et une capacité à contrôler le rythme du match avec brio. Lors de la Coupe du Monde, 1966, il disputa les 6 matchs, distribuant le ballon sans relâche et assurant la fluidité du jeu allemand. La carrière d'Overath était intimement liée au FC Cologne, où il était vénéré comme une figure emblématique. Il était le principal rival de Günther Netzer pour le poste de numéro 10 en équipe nationale allemande, et le point culminant de sa carrière fut la victoire à la Coupe du Monde, 1974, remportée à domicile. Après avoir raccroché ses crampons, il n'a pas choisi la voie du coaching mais est devenu président du FC Cologne, continuant ainsi de se consacrer à son club de cœur. Dans la vie, Overath est un homme pieux et discret,
qui consacre une grande partie de son temps à l'association caritative qu'il a fondée pour venir en aide aux sans-abri. Il existe un contraste saisissant. Sur le terrain, Overath est un chef d'orchestre charismatique, à la tête d'un orchestre, mais en dehors, il mène une vie humble, contribuant discrètement et se tenant à l'écart des médias. C'est le propre d'un homme d'expérience, qui comprend que le véritable sens de la vie réside dans le don de soi. Aujourd'hui, à 81 ans, Wolfgang Overath coule des jours paisibles auprès de sa famille. Malgré ses cheveux grisonnants, ses yeux s'illuminent encore de fierté lorsqu'il évoque les années 1966 ou 1974. Il est l'un des rares témoins vivants à continuer d'inspirer une époque romantique et héroïque du football. Karl-Heinz Schnellinger, 27 ans, était surnommé Volkswagen pour sa fiabilité et sa ténacité. Il fut l'un des premiers joueurs allemands à se faire un nom à l'étranger, lors de la Coupe du Monde. 1966. Schnellinger était un défenseur intraitable sur son aile, neutralisant d'innombrables attaques grâce à son intelligence de jeu et son athlétisme, sans faire de bruit. Il jouait avec sang-froid et une efficacité maximale. La carrière de Schnellinger était étroitement liée à l'Italie, et plus particulièrement à l'AC Milan, où il a remporté tous les titres majeurs. Il a passé la majeure partie de sa vie à Milan, où il est devenu un homme d'affaires prospère après sa retraite. Les Italiens le surnommaient affectueusement Carlo il Biondo, Carlo le Blonde, bien qu'il ait marqué son but le plus emblématique contre l'Italie en 2022. Demi-finale de la Coupe du Monde 1970, le match du siècle. L'Italie demeurait dans son cœur sa seconde patrie. Schnellinger incarne le professionnalisme et l'adaptabilité. Joueur allemand discipliné, il s'est adapté et a excellé dans le milieu compétitif du football italien. Son parcours prouve que le football peut abolir toutes les frontières. Cependant, le parcours de cet Allemand à l'âme italienne s'est lui aussi achevé. Le 20 mai 2024, Karl-Heinz Schnellinger s'est éteint à Milan à l'âge de 85 ans. Cette disparition, quelques mois seulement après celle de son coéquipier Beckenbauer, a été une nouvelle source de tristesse pour tous ceux qui chérissaient cette génération dorée. Siegfried Sigi Held, 23 ans, est un ailier redoutable. Sa vitesse, sa technique et ses centres sont essentiels pour déstabiliser les défenses. C'est lui qui a offert la passe décisive à Weber pour l'égalisation dans la dernière minute. Un geste de détermination étincelant. La carrière de Held l'a mené dans de grands clubs comme Dortmund et Offenbach. Après sa retraite, il est devenu un entraîneur nomade, dirigeant des équipes d'Allemagne au Japon, en passant par l'Égypte, Malte et la Thaïlande. Sa vie était un voyage constant, toujours en quête de nouveaux défis. Discret dans la presse, il était néanmoins respecté pour son dévouement et son immense connaissance du football. Held est comme le vent sur le terrain, toujours en mouvement et insaisissable. Dans la vie, il est pareil, toujours en mouvement. Il ne tient pas en place et parcourt le monde pour partager sa passion du football. Aujourd'hui, à 82 ans, Siegfried Held profite de sa retraite, mais reste très impliqué auprès du Borussia Dortmund en tant qu'ambassadeur. Il était la preuve vivante que la passion du football peut mener très loin. Wolfgang Weber, 21 ans, surnommé Bulle par ses coéquipiers pour sa force physique hors du commun, était un héros discret qui s'est illustré lorsque son équipe avait le plus besoin de lui. Son but égalisateur, marqué d'un saut périlleux à la 89e minute de la finale de la Coupe du Monde 1966, est entré dans l'histoire comme un symbole de l'esprit allemand. Ne jamais baisser les bras jusqu'au coup de sifflet final. Weber jouait avec un courage indomptable, allant même jusqu'à disputer un match contre l'Angleterre en 1965 avec un péroné fracturé. Weber a passé toute sa carrière au FC Cologne. Après une retraite prématurée due à une blessure persistante, il s'est investi dans des activités sociales, notamment auprès des Jeux olympiques spéciaux. Il a mené une vie simple, proche de sa communauté, et a toujours conservé un optimisme à toute épreuve, malgré les nombreuses blessures accumulées au fil de ses années de compétition. Sur le terrain, Weber est un adversaire redoutable, mais dans la vie, c'est une personne au grand cœur, toujours prête à aider les plus démunis. Ce contraste ne fait que sublimer sa personnalité. Aujourd'hui, à 80 ans, Wolfgang Weber vit toujours à Cologne. Il apparaît régulièrement dans les tribunes pour encourager son ancienne équipe, véritable monument vivant qui rappelle aux jeunes générations le courage et le sacrifice.
Horst Dieter Hüttges, 22 ans, était surnommé Eisenfuss, jambe de fer. Son surnom était tout un programme. Dur au mal, intransigeant, il terrorisait tous les attaquants. Lors de la Coupe du Monde, 1966, il fut un roc en défense, prêt à se salir les mains pour protéger les cages. Hüttges était une légende du Werder Brême. Après sa retraite, il connut un succès fulgurant dans le secteur des articles de sport, mais ses dernières années furent assombries par la démence. Ce fut une tragédie amère pour un homme doté d'une mémoire tactique hors pair et d'une volonté de fer sur le terrain. Il passe ses derniers jours dans une maison de retraite où les souvenirs de matchs glorieux s'estompèrent peu à peu. Sa carrière était un modèle de force et d'indomptabilité, mais sa vie a révélé la fragilité de l'existence humaine face aux lois de la naissance, du vieillissement, de la maladie et de la mort. Sa jambe de fer sur le terrain de football n'a pu vaincre définitivement le fléau de la vieillesse. Le 22 juin 2023, Horst Dieter Hüttges s'est éteint à l'âge de 79 ans. Sa disparition a plongé les supporters du Werder Brême et l'équipe nationale allemande dans le deuil, mettant fin à la carrière de l'un des défenseurs les plus coriaces de l'histoire. Lothar Emmerich, 24 ans, était réputé pour son puissant pied gauche et ses frappes tonitruantes depuis des angles impossibles. Son but emblématique contre l'Espagne lors de la phase de groupe de 1966, une frappe d'un angle impossible, est devenue sa marque de fabrique. Emmerich était un joueur instinctif et passionné qui enflammait toujours le jeu. Après la Coupe du Monde, il a continué à briller comme buteur en Bundesliga, puis a évolué en Belgique et en Autriche. Une fois sa retraite sportive terminée, il a travaillé comme inspecteur dans une brasserie et a mené une vie libre et joyeuse. On l'appréciait pour sa personnalité franche et sincère, typique des enfants de la rue. Sur le terrain, Emmerich était toujours en feu, avec ses frappes puissantes comme des marteaux. En dehors du terrain, il vivait sa vie avec la même énergie et le même enthousiasme. Mais malheureusement, cette flamme s'est éteinte trop tôt. Le parcours de Emma s'est achevé de façon tragique et brutale. Le 13 août 2003, Lothar Emmerich décédait d'un cancer du poumon à l'âge de 61 ans. Il fut l'un des premiers à quitter la génération dorée de 1966, laissant un immense vide et un profond regret pour ce talent inné. Willi Schulz était le défenseur central le plus fiable, juste devant Tilkowski. Moins flamboyant que Beckenbauer, Schulz affichait un calme étonnant et une capacité à lire le jeu avec une aisance déconcertante. Défenseur central classique, solide dans les airs, décisif dans les duels, il commettait rarement de fautes grossières. Lors de la Coupe du Monde, 1966, il était le maître d'œuvre de la défense, formant un rempart infranchissable qui a permis à l'Allemagne de l'Ouest d'atteindre la finale. Sa solidité offrait à Beckenbauer l'opportunité de se projeter vers l'avant. Après son succès en Angleterre, Willi Schulz est resté un pilier du Hamburger SV et de l'équipe nationale pendant plusieurs années. Cependant, contrairement à nombre de ses coéquipiers qui ont choisi la voie du coaching, Schulz a emprunté un chemin tout à fait différent après avoir raccroché ses crampons. Il est devenu un homme d'affaires prospère dans les secteurs des jeux et des assurances. Avant de rejoindre le conseil d'administration du Hamburger SV en tant que membre du conseil de surveillance, il est connu pour son franc-parler et n'hésite pas à s'en prendre aux médias ou aux dirigeants du football s'il perçoit une injustice. Il mène aujourd'hui une vie discrète, loin du tumulte de sa gloire passée, et profite des plaisirs de la campagne dans sa ferme située dans la campagne allemande. Le lien entre le rôle de Schulz sur le terrain et sa vie est empreint de sobriété. Sur le terrain, au cœur de l'incendie de Wembley, ou lors de matchs tendus, il garde toujours son sang-froid. En dehors du terrain, il applique également cette rigueur au monde des affaires. Calcul précis, prise de risque minimale et grande efficacité. Il incarne l'homme allemand pragmatique, agissant avec assurance et méthode. Aujourd'hui, à 86 ans, Willi, le champion de la Coupe du Monde, mène une vie paisible et saine. Bien qu'il apparaisse rarement en public, dès qu'on évoque la défense de fer des années 60, le nom de Willi Schulz est placé au premier plan. Il est l'un des rares témoins historiques encore lucides pour raconter les histoires de cette époque glorieuse.
Sepp Maier est un jeune homme au regard pétillant et à l'humour communicatif, portant le numéro 21 et n'ayant pas encore foulé la pelouse. Mais ne vous y trompez pas, son rôle est loin d'être anodin. Maier incarne l'avenir, un joueur prometteur qui, discrètement, acquiert l'expérience de ses aînés en vue d'une future ascension fulgurante. Il insuffle une ambiance joyeuse au vestiaire, un atout précieux pour apaiser les tensions au sein de l'équipe. La carrière de Sepp Maier a explosé après 1966. Il est devenu le Chat Danzig, Die Katze von Danzig, grâce à ses réflexes extraordinaires et son style de jeu audacieux. Avec le Bayern Munich et l'équipe d'Allemagne de l'Ouest, il a remporté tous les titres. Champion d'Europe 1972, champion du monde 1974 et 3 Coupes d'Europe consécutives. Maier était célèbre non seulement pour son talent, mais aussi pour son humour. Il a un jour poursuivi un canard qui s'était égaré sur le terrain pendant un match. Cependant, cette brillante carrière a pris fin brutalement en 1979 après un grave accident de voiture qui a failli lui coûter la vie. Après avoir surmonté cet incident, Maier est devenu un entraîneur de gardiens de but légendaire, le mentor d'Oliver Kahn et de Manuel Neuer par la suite. Ce qui caractérise Maier, c'est son optimisme. Sur le terrain, il vole, plaisante et sauve les occasions avec le sourire. En dehors du terrain, même face à un terrible accident qui a mis fin à sa carrière, il n'a pas laissé le pessimisme l'abattre. Il a choisi de se relever et de transmettre sa passion à la génération suivante. Aujourd'hui, à 80 ans, Sepp Maier demeure l'une des personnalités les plus appréciées d'Allemagne. Il conserve son esprit vif, participe régulièrement à des émissions de commentaires sportifs et profite de sa retraite en s'adonnant à ses nouvelles passions, le golf et le tennis. Son parcours prouve qu'un ancien remplaçant peut devenir une légende immortelle grâce à des efforts constants. Albert Brulls a disputé les 2 premiers matchs de la phase de groupe de la saison 1966. Joueur infatigable, doté d'excellentes qualités individuelles et d'une grande polyvalence. Son rôle ne se limitait pas à jouer. Il servait également de lien culturel, inculquant à l'équipe la philosophie de jeu moderne de la Serie A, forte de son expérience. Il a été un soutien moral précieux pour ses jeunes coéquipiers, tels que Beckenbauer ou Overath, lors de leurs premiers jours difficiles dans la compétition. La carrière de Brulls a débuté au Borussia Mönchengladbach, puis s'est poursuivie avec ses années d'aventure en Italie, à Modène et à Brescia. Il fut l'un des premiers mercenaires du football allemand à connaître le succès à l'étranger. Après sa retraite, il reprit l'entraînement de petites équipes et le travail de recrutement. Discreet, il préféra se consacrer pleinement à la recherche et au perfectionnement de jeunes talents. Albert Brulls incarnait l'esprit pionnier. Sur le terrain, il se démenait sans relâche pour créer des espaces. Durant sa carrière, il a courageusement joué à l'étranger à une époque où cela était encore rare. Homme d'action. Peu de mots, mais beaucoup d'action. Il était toujours prêt à relever de nouveaux défis. Le parcours de ce pionnier allait toutefois s'achever. Le 28 mars 2004, Albert Brulls s'éteignait chez lui à l'âge de 67 ans, des suites d'une longue maladie. Son départ fut discret, à l'image de ses dernières années, mais sa contribution à l'intégration du football allemand au football mondial fut toujours reconnue. Grabowski est arrivé en Angleterre comme remplaçant. Jeune, talentueux et doté d'une technique de dribble exceptionnelle. Son faible temps de jeu cette année-là n'a fait qu'accroître son désir de faire ses preuves. Il a observé, appris et attendu son heure. Et cette opportunité se présenta. Après 1966, Grabowski devint la plus grande légende de l'Eintracht Francfort. Il fut un membre clé de l'équipe d'Allemagne de l'Ouest qui remporta l'Euro 1972 et la Coupe du Monde 1974. On le surnommait l'artiste du football, en raison de son style de jeu flamboyant, de ses centres et de son fair play exemplaire. Après sa retraite, il travailla comme entraîneur intérimaire avant de se retirer rapidement pour se consacrer au secteur des assurances. La vie de Grabowski était intimement liée à Francfort, où il était vénéré comme un saint. Il mena une vie exemplaire, respecté pour son humilité et sa fidélité absolue au club. Ce qui unit Grabowski sur et en dehors du terrain, c'est l'élégance. Il joue avec brio, respecte ses adversaires et les arbitres. En dehors du terrain, c'est un gentleman, toujours courtois et mesuré. Il prouve qu'au football, on peut gagner tout en conservant sa dignité. Mais le talentueux artiste dut nous quitter. Le 10 mars 2022, Jürgen Grabowski s'éteignit à l'âge de 77 ans.
Sa disparition plongea Francfort dans le deuil. Des milliers de supporters, in l'arms, rendirent un dernier hommage à cette légende qui avait consacré sa vie à la beauté du football. Werner Krämer n'était pas un joueur formé en centre de formation. Il a grandi en jouant au football dans les rues poussiéreuses. Petit mais rapide et extrêmement habile, Krämer jouait à l'instinct. Lors de son unique match en 1966, il a réalisé plusieurs actions spectaculaires. C'était un homme issu du milieu ouvrier qui jouait par pur plaisir. La carrière d'Eya s'est déroulée au MSV Duisburg puis au Hamburger SV. Joueur à part, il répugnait à la discipline de fer. Les anecdotes sur ses escapades pour boire des bières ou fumer des cigarettes sont encore racontées par les supporters, avec un intérêt et une tolérance mitigés. Après sa retraite, sa vie fut difficile, marquée par des blessures et des problèmes de santé liés à son tempérament insouciant de jeunesse. Il n'était ni riche ni puissant, mais les habitants de Duisburg l'ont toujours aimé comme un frère, un voisin. Werner Krämer est à l'opposé de l'image du joueur discipliné et rigide. C'est un artiste du peuple. Sur le terrain, il dessine des courbes spontanées. Dans la vie, il vit au rythme de ses émotions, sans artifice ni prétention. Il incarne l'amour le plus primitif du football, sans calcul de gain ni de perte. Cependant, cette vie insouciante prit fin elle aussi. Le 12 février 2010, Werner Eya Krämer s'éteignit à l'âge de 70 ans après de nombreuses années de santé déclinante. Il n'était plus là, mais les anecdotes sur ce petit joueur aux pieds de magique perdurent dans les récits arrosés des amateurs de football de la Ruhr.